Salut les devins, c'est Sakyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review bilan de l'épisode 81 de Dragon Ball Super. Et cet épisode-là, pas besoin de vous le dire, il était énorme, aussi bien en qualité d'animation que au niveau de l'intrigue, de ses combats, des révélations qui ont été faites, et bien sûr de la fin de l'épisode dont on va parler aussi ensemble aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je tiens à vous préciser que là, en fin de semaine prochaine, ce dimanche 12 mars, il n'y aura pas d'épisode de Dragon Ball Super. L'épisode 82 de DBS sera diffusé dans 2 semaines, à savoir le 19 mars. Cette semaine, c'est tout simplement une pause, il n'y en a pas, pour une simple et bonne raison, c'est que sur Fuji TV, la chaîne de télé japonaise au Japon sur laquelle, en fait, DBS est diffusé hebdomadairement, il sera diffusé à la place de l'épisode 82, un marathon féminin de Nagoya au Japon. Donc, il n'y a rien de spécial, la Toho Animation ne nous cache rien ou quoi que ce soit, mais c'est juste que la programmation fait que DBS ne pourra pas être diffusé. Alors cet épisode de DBS a démarré très fort je trouve, avec pas mal de petits plans qui se sont enchaînés très vite, c'est-à-dire beaucoup d'images sur différents dieux, différents Kaioshin et tout ça, pour focaliser un tout petit peu sur Champa, étant donné que c'est celui que l'on connaît le plus en termes de Akaishin après Beerus et avant tous les autres que l'on découvre en ce moment. Et Champa bien sûr demande s'il peut s'enfuir de là ou s'ils peuvent s'enfuir de là. Vados lui confirme que non, personne n'échappe aux Zeno-sama, aux 2 Zeno. Ce qui est un petit peu drôle si on fait la comparaison avec ma review hier du chapitre 21 que je vous ai proposé sur la chaîne de Dragon Ball Super, manga papier, dans laquelle je vous disais qu'il est bizarre que Goku Black et Zamasu puissent échapper aussi bien en fait à Zeno. Et là, on nous dit qu'au final, personne ne peut lui échapper. C'est pas contradictoire, mais c'est un peu bizarre quand même comme situation. Et du coup, le combat n'a même pas commencé que Bergamo, le broyeur de l'univers 9, ne fonce pas en fait au combat, mais il s'en prend directement et oralement à Goku. Il fait appel à tous les dieux et en quelque sorte, il les implore pour se faire accorder une faveur. Il demande à ce que si Bergamo gagne ce combat-là, eh bien Zeno annulera sa décision de détruire tous les univers perdants durant le prochain tournoi de la puissance. Et Zeno a fini par accepter cela. Et ça, à la limite, on pouvait s'en douter que Zeno tombe un petit peu dans le panneau et tout ça. Par contre, un truc qui m'a un petit peu choqué, c'est que tous les dieux qui sont là autour, tous les Akaishin et tout ça, eh bien, sont tombés complètement dans le panneau de des belles paroles, en fait, de Bergamo, de ce fameux discours mielleux. C'est-à-dire que, en quelques phrases, au final ça n'a pas duré très longtemps, Bergamo a dit « Hey, tous les dieux, regardez, Goku, là c'est le méchant ». Et tout le monde s'est dit « D'accord, c'est le méchant ». J'ai trouvé cette scène très très rapide. Bergamo n'a exposé quasiment aucun argument, que les Akaishin foncent tête baissée là-dedans, tombent dans le panneau, allez, pourquoi pas, ce sont des mecs qui sont censés être un petit peu au moins impulsifs, avoir un minimum le sang chaud et tout ça, donc pourquoi pas. On a vu par Beerus et Champa que leur stade, que leur poste en fait de Akaishin faisait que ils aimaient bien renvoyer la faute sur quelqu'un d'autre et au final finir par le détruire, le Akai. Donc pourquoi pas. Mais j'ai trouvé que le comportement des Akaishin des autres univers était très irréfléchi. Dans le sens où les Kaioshin, normalement, ont de meilleures quand même capacités de réflexion, tout simplement. Ils pèsent mieux les pour et les contre, une meilleure capacité d'analyse. Et là, les Kaioshin sont tombés directement dans le panneau aussi. J'ai trouvé la scène pas abusée, mais trop rapide et trop précipitée. C'est comme si moi je venais, je vous disais 2-3 mots, ça y est, vous allez me croire sur parole. Non, il faut un minimum avancer d'arguments, même si vous me faites confiance. Et d'ailleurs là, les dieux n'ont aucune raison de faire confiance à Bergamo, donc c'est pire, ils le connaissent de nulle part ce gars-là. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était très très bref comme situation. Je pense que la Toei a surtout voulu abréger. Bon, là-dessus, pas de réaction du grand prêtre. Je pense que c'est fait volontairement pour pas nous dévoiler trop ses orientations, ses volontés, voire même ses plans. Mais en un claquement de doigts, on va dire, Goku devient l'ennemi du multivers. Et je trouve ça bien trop lourd comme fardeau à porter pour lui, pour une simple et bonne raison. Tout simplement que l'on a appris la semaine dernière en épisode 80 que Zeno voulait déjà détruire à peu près tous les univers, du moins les univers qui ont une qualité d'habitants, d'humains, de civilisation qui soit moins bonne. Il avait déjà fait son petit calcul, lui ou le grand prêtre, peu importe, mais vous m'avez compris. On va dire que les autorités divines supérieures avaient déjà fait leur calcul et qu'il était déjà bien prévu que les univers soient détruits. Donc en fait, pourquoi blâmer Goku? Alors je comprends bien que Bergamo veuille blâmer Goku pour essayer de s'en sortir comme il peut. Il a vu que l'univers 7 se défendait super bien. Donc que Bergamo tente de retourner l'esprit collectif et tout ça, ça c'est bien fait. Mais que les dieux plongent tous, il n'y a pas eu d'exception, il n'y en a pas un seul qui a dit non mais attends, c'est la faute à Zeno, c'est pas la faute à Goku, vous voyez, ils ont tous rejeté la faute sur Goku. Alors qu'au final, Zeno a prévu depuis très 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 longtemps de détruire les univers concernés, y compris le 7 et 9 et tous les autres. Et j'espère en tout cas que vous n'êtes pas tombé dans ce fameux panneau-là, que Goku n'est pas le méchant ou quoi que ce soit. Goku, il est bête, ça on est d'accord. Goku même, parfois il est très con. Et on est d'accord, et il l'a été aussi dans cet épisode-là. Mais il n'a pas créé cette situation de lui-même. Au final, si Zeno n'avait pas envie de base de détruire les univers, il ne le ferait pas.
Et au pire des cas, Goku n'a fait que rappeler cette opportunité de tournoi à Zeno, et dans tous les cas, tournoi ou pas tournoi, ça nous a été confirmé à l'épisode 80, que Zeno avait prévu de détruire les univers, et il s'est juste servi de ce fameux tournoi de la puissance comme d'un prétexte pour s'amuser, se divertir, mais rien de plus. C'est pas Goku qui est allé voir Zeno en lui disant « Hey, tu te rappelles, il faut détruire quelques univers, y compris le mien », ce n'est pas ça du tout. Et en sortie de cette situation-là, on apprend alors qu'il est interdit pour Goku de se retenir, ni bien sûr d'abandonner, sinon il y aura une forte sanction. Et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir introduit cette règle-là, ça évite d'avoir des dilemmes et tout ça. Et la seule petite remarque que je ferai, c'est que Zeno n'a pas dit cela, c'est que Zeno n'a pas du tout proposé cela, c'est le grand prêtre qui est venu immédiatement, le Daishinkan, et qui a dit « Goku, si tu te retiens, tu seras sanctionné, tu seras détruit ». Et c'est un peu bizarre que Zeno n'a pas parlé au grand prêtre. En fait, je comprends pas comment s'est faite la communication entre Zeno et le grand prêtre. C'est-à-dire que Zeno vient d'accorder cette faveur à Bergamo, mais directement derrière, le grand prêtre, sans consulter Zeno, en déduit et comprend que si Goku se retient, Zeno détruira les univers. Alors, est-ce que ça sous-entend, et là je vais aller loin, une forme de communication un peu télépathique entre Zeno et le grand prêtre, mais à vrai dire, il n'y a rien qui peut nous laisser penser, ou alors est-ce que le grand prêtre a pris cette décision-là parce que la faveur accordée à Bergamo ne l'arrange pas ? On en revient toujours à cette fameuse spéculation que vous avez été nombreux à faire en zone commentaire, comme quoi le grand prêtre pourrait être méchant. Et donc, pour s'assurer que les univers perdraient, il a fait en sorte de forcer Goku à donner le meilleur de lui-même. Tout ça n'est même pas une prédiction, c'est juste de la spéculation, mais c'est vrai que ça pourrait tenir. À vrai dire, l'aspect télépathie, tout ça, pour moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, quoique ce sont des dieux suprêmes, pourquoi pas. C'est un peu normal qu'ils aient des pouvoirs qui dépassent notre entendement, mais bon. Aussi, en ce début d'épisode, et surtout le reste de l'épisode, enfin surtout la première moitié d'épisode, on a la confirmation que les univers 1, 5, 8 et 12 seront totalement dispensés de ce tournoi-là. Ils n'y participeront pas, ils ne combattront pas dedans. C'est vrai que c'était une question que vous avez été nombreux à me poser la semaine dernière, parce que tout ça à cause des différentes traductions qui ont fuité sur internet. Et j'étais venu justement en zone commentaire en vous disant, écoutez, moi, de ce que j'ai eu dans la traduction officielle de Crunchyroll, pour rappel, Crunchyroll USA Amérique est associé à l'Ato Animation pour avoir les traductions officielles et validées par l'Ato Animation, et c'est sur ça que je me base pour vous faire les reviews chaque semaine. Et du coup, dans cette traduction-là, il nous était dit que les univers ayant une note supérieure à 7 seront totalement dispensés de tournois et qu'ils ne participeront pas du tout. Aucun combat pour eux de prévu. Et ça vient d'être confirmé noir sur blanc. Et je pense que toutes les teams amatrices de traduction diront la même chose. Donc je trouve que c'est cool, et d'ailleurs, petite remarque aussi, l'épisode de cette semaine, pour moi, je l'ai trouvé cool pour une chose, c'est que toutes les informations, ou peut-être 99% des informations qui ont été données dedans, sont super claires. J'ai pas besoin de faire des explications de 3 quarts d'heure et tout ça. Tout ce dont je vais vous parler a été dit de manière explicite et claire. Et ça, c'était un reproche qu'on pourrait faire à l'épisode 80 de la semaine dernière. Comme quoi, on a eu des révélations intéressantes, mais dans laquelle tout le monde était confus, tout le monde avait son interprétation, tout le monde avait sa traduction. Là, cette semaine, il n'y a aucun doute, tout le monde comprend la même chose. Et en parlant de compréhension, une autre confirmation que l'on a cette semaine, et bien sûr, je vous avais fait une longue explication, c'est vrai, la semaine dernière, durant ma review de l'épisode 80, mais elle était nécessaire, parce que les traductions s'étaient embrouillées, les teams de trad et tout ça, sur ce fameux classement des univers. Et cette semaine, on a la confirmation par plusieurs éléments que ce classement des univers, c'est bien un classement par la qualité des mortels qui vivent dans les univers. C'est la qualité des civilisations. Et c'est bien confirmé dans cet épisode-là. À la fois, par exemple, et je vais vous donner que 2 exemples parmi tant d'autres durant l'épisode, Bergamo se qualifie lui-même de pire création humaine des 12 univers. Il ne dit pas qu'il est le plus faible. Donc Bergamo a bien compris qu'il fait partie des moins bonnes civilisations. Et autre chose aussi, c'est quand on a la fameuse discussion entre les dieux, les Akaishin et tout ça, en début d'épisode, que j'ai trouvé assez cool d'ailleurs, avec Champa et tout ça, c'est que l'on a commencé à voir les différents univers se narguer entre eux, les univers dispensés qui avaient un regard moqueur et tout ça, très souriant vis-à-vis des autres, qui les prenaient un petit peu de haut, et leur ont dit, vous avez de mauvaises créations dans vos univers, c'est votre faute, c'est vous qui les avez mal dirigés. On a la confirmation claire et nette que c'est la mauvaise gestion, à la fois de la part des dieux de la destruction et des Kaioshin, dans chaque univers, qui fera qu'ils obtiennent une mauvaise note. Et en parlant de ces dieux-là, c'est vrai, vous allez me dire que je me répète de semaine en semaine, mais je trouve qu'on a encore là la confirmation que des camps vont se former. On a très bien vu, et ça je vous l'avais annoncé, que malgré le fait qu'ils soient des dieux, ils n'hésiteraient pas à se moquer les uns des autres, et que les dieux qui sont dispensés de tournois, qui ont leur survie garantie, vont se mettre à se moquer des autres. Et ça n'a vraiment pas manqué aussi bien côté univers 1 que 12 et tout ça. Ils ont commencé à se moquer des autres, surtout les Kaioshin, et c'était même bizarre de voir les Kaioshin répondre à Champa.
je me serais imaginé que les Akaishin prendraient la parole pour lui répondre, et je pense que si même les Kaioshin s'y mettent, ça va mener à un gros bordel plus tard par la suite. On en profite aussi de cette fameuse discussion des Akaishin pour avoir de nouvelles voix, tout simplement, c'est logique, vu qu'ils parlent, vu qu'ils discutent, il y a de nouvelles doublures. J'en ai reconnu pas mal qui proviennent d'autres animés très populaires et tout ça. Je suppose que pas mal de sites d'information vont relayer l'information dans la semaine, mais sinon, si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo pour ça, pour vous dire d'où viennent telle ou telle voix et tout ça. Et également à vous de me dire si ça vous intéresse que je vous propose une petite, assez courte vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, par exemple, de parler des doublures, voir quel Akaishin est doublé par quel type de doublure, qui a doublé quel type de personnage et tout ça. Moi, j'aime beaucoup m'attarder sur les doublures, mais après, je ne sais pas si vous accordez de l'importance à ça ou pas. Et on en a profité aussi pour entendre le Akaishin Clown, bien sûr. Et je pense que rien que déjà au niveau des voix, il y en a beaucoup à dire. Donc oui, je pense que je vous proposerai une vidéo là-dessus. Mais pour le moment, sachez que j'ai bien aimé le choix des doublures qu'ils ont appliquées à tel ou tel personnage. C'est vrai qu'il y en a que je connais un peu trop, par exemple issus de Naruto ou des mangas vraiment très populaires. Du coup, j'ai mal à replacer la voix de quelqu'un qui doublait un personnage connu sur un personnage maintenant dans DBS qui est pas connu. Mais avec l'habitude, avec le temps, ça va venir. Bon, bien sûr, petite remarque de Toppo qui dit qu'il veut juger Sangoku. Donc justement, retenez bien cette phrase car ça sera très important pour cette fin de review. Le fait que Toppo a dit à son Kaioshin et son Akaishin, attendez, avant de me prononcer sur Goku, je veux jauger et juger ce qu'il donne quand il se donne à fond au combat. Et maintenant, en parlant de combat de Goku, passons-y avec son fameux affrontement face à Bergamo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. À vrai dire, même si c'était moins puissant, j'ai préféré la phase de combat qui était très courte, mais en tout début, là où Goku et Bergamo s'affrontaient simplement, sans transformation, sans Bergamo qui devenait géant ou quoi que ce soit. J'ai trouvé durant ce combat-là, et dans sa globalité, même quand Bergamo était géant, qu'on avait une ambiance Dragon Ball vraiment énorme au niveau des combats, et pourtant là on n'est que sur du match préliminaire au tournoi global plus tard qui aura lieu. À vrai dire, je ne sais pas, je vais peut-être vous dire un truc qui va partager vos avis, laissez-moi le savoir en zone commentaire. Mais les combats durant l'arc Zamasu, l'arc Mirai Trunks et tout ça, me faisaient plus penser aux combats que l'on retrouve dans des mangas modernes, dans des mangas contemporains de ces dernières années. Des trucs un petit peu stylisés avec beaucoup d'effets lumineux. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, alors que là, dans ces combats, et c'est pareil, depuis que l'on a vu Gohan contre Lavenda et Majin Buu contre Basil, je trouve qu'on est vraiment plus dans du DBZ pur, avec de l'impact pur justement au niveau des combats, chose que je ne retrouvais pas forcément dans les combats face à Zamasu et Goku Black. Alors bien sûr, globalement, Dragon Ball Super, dans son ensemble, depuis le tout début, ça ressemble à DBZ. Tous les combats ressemblent à DBZ. Mais ces petits combats-là de ce tournoi préliminaire de Zeno me mettent personnellement, c'est subjectif, je comprends si vous ne partagez pas cet avis, mais en tout cas ils me mettent beaucoup plus dans l'ambiance Dragon Ball Z que les combats précédents. Pourtant c'est moins intense aujourd'hui qu'à l'époque de Goku contre Hit, qu'à l'époque de Gatai Zamasu contre Végétaux. Mais je pense que de manière globale, si on prend l'arc Mirai Trunks, si je vous parle d'ambiance et du rendu visuel, je pense que c'était moins réalisé de manière DBZ-esque, moins stylisé de manière DBZ-esque, c'est un peu là où je vais en venir. Et je ne dis pas du tout que je préfère le combat de Goku contre Bergamo à celui de Végétaux contre Zamasu, loin de là. Mais niveau ambiance, je trouve que c'est pas le même délire, à vous de me dire. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose, parce que déjà, ça veut dire que la série s'améliore petit à petit au fil de ses épisodes, et c'est une très bonne chose. La Toei Animation apprend énormément de ses erreurs, et c'est bien sûr annonciateur de la qualité future du tournoi à venir, le gros tournoi de la puissance. Sachant qu'on aura de meilleurs combats de prévus, de plus belles affiches en tout cas, et qu'il est prévu que de meilleurs animateurs de la série soient inclus sur le boulot, en fait, de ces épisodes-là à venir. Donc je pense que ça ne présage que du bon et du très lourd selon moi. Concernant le combat de Goku contre Bergamo, écoutez, il n'y a pas grand chose à vous en dire, vous avez bien compris comment ça marche. Bergamo, vous le tapez et il prend votre puissance, il la canalise et il arrive à créer une onde de ki qui ressemble un petit peu à la concentration de ki de Basil. Il arrive à canaliser ça et à s'en resservir pour l'utiliser contre vous. Bergamo ne fait pas juste du mimétisme, il n'est pas juste en train de copier Goku. D'ailleurs, il n'aura pas refait de Kamehameha ou autre. Il arrive juste à recopier le niveau de puissance de Goku et c'est très intéressant, je trouve. Par contre, là où ça m'a dérangé, c'est ce fameux Bergamo qui grandit. À vrai dire, ça c'est personnel aussi, mais je n'aime pas les personnages qui deviennent géants, qui grandissent et tout ça. Si Bergamo avait juste un petit peu grandi de taille, je vais vous afficher une image par exemple quand Goku s'est transformé en Super Saiyan 1 et que Bergamo avait déjà évolué en taille, là c'était plutôt cool, il a une taille gigantesque mais raisonnable quand même. Mais quand Bergamo a continué d'accumuler l'énergie qui est devenue vraiment de taille géante, comme Piccolo qui peut grandir ou Slug dans les films, enfin peu importe, là j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage parce que pour moi les gros personnages, ça gâche en fait le dynamisme du combat. Et c'est pareil dans toutes les œuvres, dans tous les mangas, je trouve que c'est un peu la même chose. Ça tue un peu le développement du combat.
Et forcément, on en arrive dans un schéma classique, là où Goku profite de sa mobilité, profite du fait que Bergamo soit géant. On n'a pas vu réellement que Bergamo était si rapide que ça. Au final, il avait une forte puissance, mais j'ai pas vu d'énorme rapidité, parce que c'est déjà arrivé dans certaines œuvres que des géants soient rapides aussi rapides que des petits êtres, mais là, ça n'était pas forcément le cas. Et Goku profitait de tourner tout autour de Bergamo, d'esquiver ses vagues de ki et tout ça. Et quand il a trouvé le moment opportun, Goku a tout simplement pu faire tomber Bergamo en lui donnant un coup dans le genou, qui n'est bien sûr pas sans rappeler le combat de Gohan face à Hildegard. Dans le fameux film, là où il y a Tapion et tout ça, Gohan avait fait un petit peu pareil pour faire tomber une moitié de Hildegard au sol. Vous voyez que les combats de géants, c'est toujours un peu le même schéma qui se reproduit. On voit également de temps en temps que Gohan est un bon analyste du combat. On voit qu'il comprend que son père est en difficulté, mais qu'en même temps, il y a quelques cartes à jouer. J'ai bien aimé ça. Et le combat entre Goku et Bergamo, au final, il a été un peu répétitif, c'est les mêmes éléments qui sont reproduits, phase d'esquive, phase où je tourne autour de toi, je t'envoie des vagues de ki, tu grossis, tu grandis, voilà, c'était un peu ça tout le long. C'était plaisant mais un petit peu répétitif sur les bords, voilà pourquoi je préférais la toute première phase du combat, là où ils étaient à taille humaine tous les deux, et ça avait un dynamisme nettement plus visible et bien sûr appréciable. Et donc, Goku finit alors par passer en Super Saiyan Blue. On en avait déjà discuté sur la chaîne et je vous avais dit dans ma vidéo d'analyse preview de cet épisode là que j'étais assez mitigé et je vous avais dit que si les images promotionnelles nous montraient un Goku en Super Saiyan Blue, même si c'était avec son vieux Dogi de l'époque de l'arc Fukatsu no F, si vous avez vu cette vidéo vous allez comprendre de quoi je parle, eh bien que c'était quand même annonciateur plus ou moins du fait que Goku passerait en Super Saiyan Blue durant ce combat. Et ça n'a pas raté. Je vous avais dit également que pour moi je trouvais prématuré que Goku se livre et qu'il montre sa transformation devant tout le monde déjà, mais qu'en même temps l'effet de surprise serait énorme et je pense que la Toei Animation a pris ce parti-là de révéler Goku devant tout le monde. Et vous me connaissez, j'adore énormément quand des personnes prennent des risques. Et là je trouve qu'ils ont pris des risques en ne respectant pas un schéma classique dans lequel Goku aurait gardé sa force. Il serait passé juste en Super Saiyan 2 ou 3 pour venir à bout de Bergamo. Il y est allé à fond et ça a surpris tout le monde. Et c'est vraiment bien que la série DBS, par moment, fasse des choix qui soient comme ça, un petit peu surprenants, qui sortent presque un petit peu de nulle part. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Et en plus, de surcroît, Goku passe en mode Super Saiyan Blue Kaioken. Il en rajoute une couche. Et juste pour petite précision, c'est bien le Kaioken x1. Ce n'est pas le Kaioken x10. Sinon, il aurait dit Jubai Kaioken. Et même les traductions auraient marqué Kaioken x10. Mais ce n'est pas le cas. Donc Goku n'est pas à son niveau maximum de puissance qu'il a déjà atteint auparavant dans l'anime. Mais Goku, même dans cette forme-là, même s'il n'est pas en x10, reste ultra puissant. Il y a peu de monde qui arrive à la cheville de Goku dans cette forme-là. Et la scène était vraiment très très épique, avec un Bergamo qui s'est mis à power up encore plus, qui a utilisé son attaque de ki maximale. La musique qui accompagnait ce passage-là était vraiment énorme, la musique divine qui a déjà été appliquée sur du Vegeta dans l'arc Goku Black. Au moment où il défonçait Goku Black, c'est vraiment une musique qui fait ressentir l'aspect divin des choses, vraiment j'adore cette OST-là. Et Goku a canalisé son plus gros Kamehameha possible en mode Super Saiyajin Blue Kaioken x1 et l'a balancé directement sur Bergamo. Mine de rien, Bergamo est ultra puissant parce qu'il a réussi à tenir tête au Kamehameha de Goku sous cette forme-là et il a même commencé à le renvoyer. Donc petite parenthèse sur la puissance de Bergamo, mais Bergamo, déjà il possède sa propre puissance que l'on n'a pas vraiment vue dans cet épisode-là, et Goku lui demandera même à la fin de l'utiliser durant le tournoi final, donc à voir si ça cache des surprises, mais je pense que Bergamo a jugé que Goku était plus fort que lui-même, donc il lui a recopié son niveau de puissance, mais justement, Bergamo peut prendre votre puissance, donc ici celle de Goku, et la renvoyer avec un même niveau de force, et frapper avec le même niveau de puissance que Goku lui-même. Et je trouve vraiment que la puissance de Bergamo est au top des combattants que l'on peut connaître dans la série Dragon Ball actuellement. Et là, c'est aussi une preuve que ce n'est pas du tout la question du niveau de puissance des mortels qui crée le classement. Parce que Bergamo est bien plus fort que énormément de mortels de tous les autres univers confondus. Donc vraiment, la puissance ne veut rien dire par rapport au classement. Et Bergamo confirme qu'il sera très dangereux dans le tournoi futur pour tout le monde. Pour un topo, je ne sais qui, il sera un gros danger bien sûr. Une chose qui n'a pas été dite par Bergamo, est-ce qu'il peut recopier à volonté le niveau de puissance d'un ennemi qu'il a déjà rencontré? Dans ce cas-là, ce serait très problématique parce que ça voudrait dire que Bergamo sera capable, plus tard dans le grand tournoi, de recopier la puissance quasi maximale de Goku qu'il vient d'affronter. À vrai dire, vu qu'on a vu Bergamo à la fin redevenir tout maigre et tout ça, je pense pas qu'il pourra reproduire à volonté son niveau de puissance. Mais ça serait très intéressant qu'il puisse le faire. Et bien sûr, encore, on en arrive dans les clichés du combat contre un géant, et en plus là, c'est quelqu'un qui peut reproduire le niveau de puissance de l'adversaire, donc double cliché. Et Goku fait un peu comme quand il s'était battu, quand il s'était confronté à Yakon dans l'arc Majin Buu, dans le vaisseau de Babidi. Goku avait riposté face à Yakon en lui envoyant plus d'énergie qu'il ne peut en absorber, plus de lumière.
Et bien là c'est pareil, Goku envoie beaucoup trop de puissance à Bergamo d'un seul coup en fait, que Bergamo ne peut pas l'absorber en si peu de temps. En fait il n'est pas dit si Bergamo ne peut pas absorber autant ou s'il ne peut pas absorber si vite. À mon avis je pense que c'est les deux. Et donc comme je vous ai dit, Bergamo ne paye pas de mine, mais il fait partie des adversaires les plus puissants, et sa technique est quand même bien plus évoluée que les capacités d'absorption d'un C19 ou C20 à l'époque. Là, il reproduit vraiment et maîtrise lui-même la propre force de l'adversaire. Je pense vraiment qu'il ne faudra pas le négliger. Après, bien sûr, je pense que vous m'attendez sur une chose concernant le Kaioken, l'histoire de canon, pas canon et tout ça. Et à vrai dire, je me languis de voir ce passage-là adapté en manga, c'est-à-dire tout ce tournoi préliminaire et le combat de Bergamo contre Goku. Mais j'irai encore plus loin en disant qu'on risque de ne jamais voir ce passage-là adapté en manga papier. Toyotarou et Toriyama peuvent décider de ne pas l'adapter en manga. Tous ces combats, si vous regardez bien de Boo, de Gohan et de Goku, ne sont pas du tout indispensables, et ça permettrait justement au manga de rattraper le retard qu'il a sur l'anime, comme Toyotarou l'a annoncé récemment, et je suis sûr que vous êtes tous au courant de ça. En fait, ce tournoi préliminaire nous a servi à une chose, d'apprendre les règles du tournoi. Mais au final, pour apprendre les règles du tournoi, une simple annonce aurait suffi, une annonce par le grand prêtre. Donc ce tournoi, mis à part divertir Zeno, mais bon ça c'est un petit prétexte pour rallonger l'anime et tout ça, plutôt que nous mettre des hors-séries qui valent pas grand chose, autant nous faire un tournoi préliminaire, renforcer un peu l'aspect dramatique de l'arc et tout ça, voilà. Je pense que ces épisodes-là sont surtout là pour rallonger, et je n'irai pas jusqu'à parier ma main, mais en tout cas, je pense que c'est fort possible que ce passage-là soit éclipsé totalement en manga papier. Et donc, je pense, si vous voulez ma vision, qu'on va avoir deux scènes différentes. Celle de l'anime, vous la connaissez, on vient de la vivre tous en regardant les épisodes. Mais je pense qu'en manga, on aura justement une convocation de tous les dieux, et ça, on l'a déjà vu cette image-là. Je vous l'affiche maintenant à l'écran, c'est quelque chose qui avait été révélé dans le trailer de ce nouvel arc en version manga. Je pense que vous êtes tous tombés déjà sur cette image-là, où l'on voit les dieux agenouillés devant le grand prêtre et Zeno et tout ça, et ça n'est jamais arrivé en animé. Alors bien sûr, vous allez me dire que ça peut arriver plus tard, mais je pense que cette scène-là sera typique au manga, vu la tournure que c'est en train de prendre, qu'il y aura une convocation des dieux dans laquelle on leur annoncera les règles et tout ça. Et cette convocation, là où l'on voit tous ces dieux alignés un peu à la façon des capitaines dans Bleach et tout ça, ça permettra justement de ne pas avoir le Kaioken adapté encore une fois en manga. Donc vous voyez que si on regarde bien les éléments qu'on nous donne à droite à gauche, on arrive un peu à imbriquer les choses entre elles en fait. Et il y a après une question que je me pose et que je vous pose. Pourquoi Toyotarou et Toriyama ne veulent pas inclure ce fameux Kaioken en mode Super Saiyan Blue ? À vrai dire, je n'ai pas la réponse, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner. Mais je me dirais, à première vue, que sûrement, ça devient difficile à justifier cette transformation-là scénaristiquement, surtout dans des combats dans lesquels Goku en viendrait à galérer, parce que on sait que le Kaioken risque de tuer Goku, qu'il n'est pas censé pouvoir l'utiliser à volonté, sinon ça l'affaiblit en quelque sorte, ça affaiblit ses muscles au moins temporairement, jusqu'à lui causer de graves troubles pour son futur, pour sa propre vie, et je pense que les auteurs du manga papier, Toyotarou et Toriyama, se sont dit, cette transformation-là est cool, elle risque de plaire à beaucoup de monde, mais on va avoir du mal à justifier quand est-ce que Goku s'en sert et quand est-ce qu'il ne s'en sert pas. Et regardez, l'anime commence aussi à faire quelques erreurs. On ne sait pas si vraiment Goku avait vraiment besoin d'aller jusqu'à pousser le Kaioken et tout ça pour en venir à bout de Bergamo. Je pense qu'un Goku full power puissance maximale en Super Saiyan Blue, ça aurait suffi face à Bergamo à vrai dire. En le surprenant en boostant son Kamehameha à fond au dernier moment, je pense que ça aurait passé aussi. C'est pour ça que la Toei Animation commence à avoir du mal à savoir quand nous sortir cette transformation-là. Dans des moments un petit peu critiques comme face à Zamasu, ou dans des moments qui le sont moins comme face à Bergamo. Et je pense que le manga papier ne veut pas en arriver à se poser cette question-là, et nous éviter de nous dire mais alors c'est quand que Goku va nous sortir le Kaioken ? Au moins dans le manga il n'y est pas. Et maintenant je vais passer aux fameuses règles de ce tournoi-là. Elles sont peut-être surprenantes, mais en tout cas elles sont simples. La règle du ring out est valable, c'est-à-dire faire sortir l'ennemi du ring, c'est valable, ou du moins il faut qu'il soit balancé dans le monde du vide. La règle de mettre KO son adversaire est valable sans être valable, parce qu'en fait vous pouvez mettre KO votre adversaire, c'est même le but, mais il faudra le balancer quand même dans le monde du vide. C'est un peu cruel je trouve de devoir balancer son adversaire dedans, tandis que l'on nous dit qu'il sera interdit de tuer durant ce tournoi-là. Vous voyez, c'est des règles un peu contradictoires. Et ça nous permet de nous poser pas mal de questions aussi autour de ce fameux monde du vide. À quoi sert-il ? Comment sera-t-il utilisé ? On nous apprend également que ce tournoi-là sera organisé en Battle Royale, c'est-à-dire que 80 adversaires vont se foncer dessus en même temps. Que le tournoi durera 48 minutes, que les armes y seront interdites, et on ne sait pas vraiment si ça inclut aussi comme armes les aides comme les Senzu, ou les fruits de boost comme a utilisé Basile. Ce sont plutôt des objets de soutien. On nous dit aussi qu'il sera interdit de sortir du ring et d'aller dans le monde du vide et de voler autour, ce sera interdit.
Donc ça fait une grosse place à la stratégie en fait, pouvoir faire sortir son adversaire et tout ça. Je pense qu'on en arrivera même à des scènes assez drôles dans lesquelles on verra un ennemi faire semblant d'être KO et d'un coup attraper le bras de son adversaire qui sera venu le jeter pour lui le jeter à la place de l'autre. Enfin, je pense que ça va mener à pas mal de choses assez drôles aussi à voir. Et maintenant revenons sur quelques-unes de ces règles-là, par exemple les 48 minutes. On sait déjà, grâce à l'anime DBZ, que 48 minutes ça peut devenir énorme. Rappelez-vous des 5 minutes entre Goku et Freezer sur la planète Namek. Mais même en format manga papier, 48 minutes ça peut faire beaucoup, vraiment beaucoup. Je m'explique, en fait chaque combat ou chaque affrontement sera montré un par un, même dans le manga papier. Donc même si un combat dure 5 minutes, ça prendra quand même au moins un chapitre, je pense, par combat. Donc même si les 80 adversaires se tapent tous dessus en même temps et que ça dure que 48 minutes, eh bien à l'intérieur de ces 48 minutes, il y aura différents combats. Un durera 5 minutes, l'autre 15, l'autre 20, l'autre peut-être 48, et tout ça sera montré un par un dans le manga papier. Parce que si on nous donne une vue de loin des 80 qui se tapent, ce sera complètement illisible, bien sûr, vous le comprenez. Donc on aura un combat, puis l'autre, etc. Voire même des retours sur un combat et l'autre, histoire d'alterner les scènes et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de petites techniques de réalisation pour allonger notre expérience durant cet arc-là, ou du moins durant ce tournoi-là. Je ne pense pas que cet arc-là, survie de l'univers, va se limiter uniquement au tournoi. Ça va aller beaucoup plus loin selon moi. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on nous dit également que l'équipe pour laquelle il restera le plus de combattants sur le ring au bout des 48 minutes, sera l'équipe qui va gagner. Et cela laisse la porte ouverte à pas mal de possibilités et de combinaisons, et même des choses assez drôles. Imaginez-vous qu'à la fin de ce tournoi-là, s'il arrive à son terme, mais ça c'est une autre question, mais en tout cas, imaginez qu'il ne reste que Tortue Génial et Tenchin Han, les deux moins forts de la team de l'univers 7, qui restent debout. Et que face à eux, il reste Hit de l'univers 6 et Toppo de l'univers 11. On va dire pour le moment les deux plus forts que l'on connaisse. Eh bien, l'univers 7 gagnera quand même si on vient d'arriver à 48 minutes, si on arrive à la fin du chrono. Tout simplement parce que ça fera 2 membres valides de l'univers 7 qui seront encore sur le ring, tandis que pour l'univers 6, il n'y en aura qu'un, et idem pour l'univers 11, malgré la différence de puissance et tout ça. Mais ils pourront gagner tout de même. Vous voyez, ça ouvre pas mal de choses. Après, une petite remarque personnelle, c'est que j'aimerais bien que cette zone-là, ce ring, en fait, ce cadran solaire, il nous a été confirmé qu'elle sera gigantesque par les propres mots du grand prêtre, mais j'aimerais qu'elle comporte, différentes zones, et pas juste un lieu tout plat. Et d'ailleurs, on a bien vu dans l'opening, je vous mets l'image à l'écran, que ce ring est capable de bouger, qu'il y a comme des sortes de rouages, d'escaliers, tout ça qui peuvent bouger. Donc ça serait vraiment bien d'avoir au moins du relief sur cette zone-là, sans parler de zones, de lieux et tout ça, de différentes ambiances, comme on pourrait avoir une zone montagneuse, une zone volcanique, une zone de glace. Bon, peut-être que là c'est un peu trop poussé, mais au moins d'avoir de relief. Peut-être d'avoir aussi une partie un peu labyrinthe, voilà, pour avoir de bons prétextes pour séparer les équipes et les combattants. Parce que sinon, ça ne ferait uniquement des groupes de 10 personnes qui se déplacent sur un lieu tout plat, dans lequel on peut directement distinguer où se trouvent les autres groupes ennemis, et en gros, on se fonce tous en groupe dessus pour se défoncer l'un et l'autre. Ça va être un peu bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que le ring, la disposition du ring, aiderait beaucoup à donner de la diversité dans les combats. Ça permettrait d'avoir certains combats liés sur le travail d'équipe, d'autres combats solo, ça pourrait donner beaucoup de choses. Et pour en finir sur les règles, peut-être que j'en ferai une vidéo distincte sur la chaîne pour en parler un petit peu plus en détail et tout ça, vu que de toute façon la semaine prochaine il n'y a pas d'épisode 82, donc je vais vous proposer plus de vidéos liées à l'actualité que d'habitude. Et donc pour finir sur les règles, je vous ferai une petite remarque en vous disant qu'il y a de plus en plus de règles et de conditions dans ce tournoi-là qui vont énormément embêter Hit. Déjà, on sait que ce tournoi-là se passera dans le monde du vide, zone dans laquelle il n'y a pas de temps, donc tout le monde se demande s'il pourra utiliser le Tokitobashi, technique qui utilise le temps, donc vous voyez c'est un peu bizarre. Mais là, on vient d'apprendre qu'il sera interdit de tuer. Donc en gros, Hit ne pourra pas utiliser ces techniques d'assassin. C'est aussi simple que ça. Et donc j'ai oublié de le préciser, mais Goku gagne bien son combat face à Bergamo, ça vous l'avez bien compris de toute façon. Et c'est maintenant Toppo qui a fini d'évaluer Goku, qui entre en scène, qui le considère un peu maléfique, un peu démoniaque, un peu mauvais à Goku. Goku n'est pas d'accord avec ça, mais en même temps ça l'arrange, ça lui permet de se confronter à quelqu'un de fort. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous dire que là, on est face à un Goku qui sera sûrement affaibli, étant donné qu'il vient d'utiliser le Super Saiyan Blue lié au Kaioken, donc je pense qu'il risque d'en souffrir dans l'épisode prochain. On voit même ce Toppo-là qui défie un petit peu les dieux, parce qu'il n'avait pas à intervenir maintenant, mais ça correspond parfaitement au titre de l'épisode 82. Je vous en ai parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si besoin. Toppo enlève sa fameuse capuche, il se révèle, on l'avait déjà vu dans l'opening, donc rien de nouveau sur le design. Mis à part que c'est très drôle de voir qu'il a de gros bras et de petites jambes, mais bon, à part ça, rien de spécial. Et Toppo
nous redit ce qui nous a déjà été dit dans les différents spoilers, à savoir qu'il est le guerrier de la justice du magnifique univers 11, qu'il insiste pour se battre avec Goku, et après il a commencé à nous faire des poses un peu bizarres, la Capitaine Ginyu et tout ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que Toppo n'a pas perdu en charisme, mais il a peut-être perdu en crédibilité quant à sa force. Je pense toujours que Toppo est super puissant, mais je trouve que ça l'a rendu un petit peu, déjà beaucoup moins mystérieux, ça c'est sûr, mais qu'on se demande maintenant s'il est vraiment aussi fort que ça. En tout cas, il y a fort à parier que l'alien dans son équipe, celui qu'on voit dans l'opening se battre contre Goku, sera meilleur que Toppo. Cela reste encore à déterminer, mais on peut le penser. Alors maintenant, on en arrive à la fin de l'épisode 81 de DBS. Je vais garder tout ce qui concerne la preview de l'épisode 82 pour mes vidéos à venir, on va en parler assez souvent sur la chaîne, et il y aura bien sûr la review du futur, mais il y aura aussi d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Là, cette fois-ci, vu qu'on a 2 semaines avant le prochain épisode, j'aurai beaucoup de temps pour vous en parler. Et j'ai remarqué vraiment beaucoup de petites choses concernant le niveau de puissance de Toppo. J'ai remarqué que la Toho Animation nous a donné beaucoup d'éléments durant cet épisode-là et durant la preview d'épisode 82. Et ils nous ont donné beaucoup d'éléments trompeurs, je pense. Une petite chose qui est liée à l'épisode 82 concernant la puissance de Toppo, c'est que Toppo a dit qu'il était en train d'évaluer la puissance de Goku. Toppo a parfaitement vu Goku se transformer en Super Saiyan Blue en mode Kaioken devant Bergamo, contre Bergamo, donc Toppo est au courant de la transformation de Goku, et pourtant dans la preview d'épisode 82, il nous montre un Toppo qui est étonné, qui a même un petit peu peur devant une source lumineuse bleue. Donc je vais vous laisser vous poser des questions sur ça, mais dites-vous bien en tout cas que Toppo va sur le ring en connaissance de cause et en connaissance de la puissance à peu près globale de Goku. Donc il faut bien se dire que si Toppo est étonné à ce point-là, on le voit même transpirer, c'est qu'il y a une raison supplémentaire quelque part. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça on va en parler sur la chaîne comme je vous ai dit. Bien sûr, vous l'aurez très bien compris, j'en ai déjà parlé au début. L'épisode était vraiment super en termes d'animation, de musique, d'intrigue, d'événements un peu surprise avec Toppo qui surgit et tout ça. Tout est vraiment super bien ficelé, peu importe que ça apparaisse ou pas dans le manga, en tout cas c'était super plaisant à voir. Laissez-moi savoir en tout cas ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Je sais que cet épisode-là a généré beaucoup de vues sur internet, beaucoup de monde en parle, et beaucoup de monde parle encore plus de l'épisode 82, et ne vous inquiétez pas, je serai bien sûr là sur la chaîne pour venir décrypter tout ce qui va se passer dans cet épisode-là avec vous. S'il y a des spoilers qui arrivent, comptez sur moi pour faire des vidéos PLT, et je ferai bien sûr en sorte, comme d'habitude, de vous apporter ces spoilers-là en priorité le plus rapidement sur la chaîne comme d'habitude. Les devins, je vais maintenant alors vous remercier de m'avoir écouté durant toute cette vidéo-là. Je vais également vous laisser sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.